Frédéric. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter de la question animale d'un point de vue antispéciste pour parler de droits des animaux. Je tiens à remercier les organisatrices et les organisateurs du Festival Vegan de Montréal qui font un travail colossal et elles ont toute mon admiration et ma gratitude. Je viens aujourd'hui vous présenter, comme Frédéric l'a dit, l'approche à laquelle j'ai consacré mes recherches doctorales il y a maintenant quelques années de ça. Recherches qui ont donné lieu à un livre qui paraissait il y a quelques jours à peine aux éditions L'Âge d'Homme. Je remercie d'ailleurs chaleureusement Andonia Dimitrijevic qui a accepté de l'inclure dans la belle collection V, ainsi que Martin Gibert, tout spécialement, qui m'a beaucoup aidé dans la préparation du manuscrit. Je suis végane, ben oui, comme plein de gens ici sans doute. Merci. Je ne sais pas comment vous en êtes arrivés là, mais j'ai souvent entendu des véganes expliquer leur mode de vie en disant qu'ils ou elles ont toujours détesté la viande ou adoré les animaux ou qu'ils ont vu des images, par exemple, prises clandestinement dans les abattoirs ou dans les élevages. Pour moi, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. J'étais une grande amatrice de steak. Je n'ai pas grandi avec des animaux de compagnie et je n'avais pas vu les vidéos de PETA à l'époque ou les images diffusées par L214 dont Brigitte Gauthier nous parlera demain, avant de devenir végétarienne d'abord, puis végane ensuite. Si je suis devenue végane personnellement, c'est parce que dans un de mes cours de philo au cégep, mon professeur nous a demandé ce qui était selon nous le propre de l'humanité. Quelles étaient, à notre avis, les différences entre les êtres humains et les autres animaux. Sauf que pour chacune des caractéristiques proposées par mes camarades de classe, l'intelligence surtout, la capacité de fabriquer des outils, la capacité de communiquer, la transmission de la culture, le fait de prendre soin de ses proches, etc., notre prof nous faisait remarquer que certains animaux ont eux aussi ces capacités-là et qu'il ajoutait aussi qu'il y a quand même certains êtres humains qui ne les possèdent pas. Et finalement, il nous a fait remarquer que les êtres humains sont des mammifères, eux aussi, des animaux comme les autres. En comprenant ça, en m'apercevant qu'il n'y avait aucune différence qualitative ou ontologique entre les animaux humains et les autres, j'étais scandalisée. C'est quand même pas possible. Comment justifier dans ce cas-là qu'on traite les animaux non humains comme des êtres inférieurs, comme de simples ressources à notre disposition pour différents usages, alors qu'on considère que tous les êtres humains méritent le respect, qu'ils sont des personnes? Comment se fait-il alors qu'on accorde les droits fondamentaux de la personne à tous les êtres humains, mais qu'on les refuse à tous les autres animaux? J'arrivais tout simplement pas à y croire. Quelque chose devait m'échapper. Il fallait absolument que je trouve pourquoi on a raison de discriminer les autres animaux comme on le fait. Pourquoi les générations futures ne nous regarderont pas rétrospectivement comme des monstres. Trouver cette raison, c'est l'objectif que je me suis donné en quelque sorte en entreprenant mes recherches en philosophie. Malheureusement, vous vous en doutez, vu le titre de ma présentation d'aujourd'hui, qui est aussi le titre de mon livre, j'ai rien trouvé. Et je suis plus que jamais indignée par l'exploitation animale, qui est, j'en suis maintenant persuadée, parfaitement illégitime. Je peux vous dire qu'en réfléchissant à ces questions-là, mes émotions ont changé, mon empathie s'est développée. La viande me dégoûte de plus en plus. Je ne peux plus regarder aucune vidéo qui montre des animaux traités injustement et je vis maintenant avec plusieurs chats rescapés. Évidemment, je ne suis pas la seule à avoir travaillé en éthique animale sur la question des droits des animaux. C'est un thème de recherche qui a donné lieu ces dernières années à beaucoup de publications, autant académiques que grand public. Je m'intéresse aux droits des animaux, moi aussi, mais pas exclusivement à leurs droits moraux. Je me penche plus précisément sur les droits légaux fondamentaux qu'on devrait leur octroyer, des droits qui devraient donc être protégés par un système de justice coercitif. Paola Cavalieri, vous voyez pas le PowerPoint? Oui, voilà. Dans le livre donc, The Animal Question, propose d'étendre certains droits précis, en l'occurrence les droits fondamentaux de la personne, à tous les êtres capables d'intentionnalité, ce qui correspond à peu près à tous les êtres sensibles, je pense. Selon elle, les droits de la personne ne devraient pas être strictement humains. Est-ce que Cavalieri a raison de revendiquer l'octroi de certains des droits de la personne, soit les droits moraux et légaux les plus fondamentaux, non seulement aux grands singes ou aux animaux qui nous ressemblent le plus, mais à tous les êtres sensibles? Est-ce qu'on devrait élargir la famille des sujets de droit pour inclure tous les vertébrés et possiblement même certains invertébrés comme les pieuvres peut-être? Vous en faites pas, je ne vous tiendrai pas en haleine bien longtemps. Je pense que la conjonction de deux grands principes nous conduit à répondre que oui, que Cavalieri a bien raison. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Laissez-moi vous parler un petit peu des deux grands principes en question. Le premier est très ancien. Il remonte à Aristote, dit-on. Il s'agit du principe d'égalité et c'est un principe qui se trouve maintenant au fondement de toutes nos meilleures théories de la justice.
L'idée étant tout simplement que les cas similaires doivent être traités de manière similaire. Si, à l'occasion d'un examen, deux d'entre vous rendaient des copies identiques, bien, il serait injuste que vous soyez notés différemment. Ce serait injuste parce que le principe d'égalité n'aurait pas été respecté. Je suis d'ailleurs certaine que la personne lésée s'en plaindrait en demandant une révision de notes et elle aurait bien raison. Les cas comparables doivent être traités de manière comparable. Deux copies pareilles doivent être notées de la même manière. C'est en gros le grand principe d'égalité aristotélicien. Ensuite, deuxième principe, celui qui touche la notion de droits fondamentaux plus particulièrement. La fonction de nos droits humains les plus fondamentaux, de ceux qu'on appelle souvent les droits de la personne, c'est de protéger certains des intérêts de ceux à qui on les octroie, de celles qui en sont titulaires. Si on pense qu'il est important d'accorder des droits fondamentaux comme le droit à la vie ou le droit à la liberté à tous les êtres humains, c'est qu'on pense en effet que tous les êtres humains ont intérêt à vivre et qu'ils ont intérêt à être libres. Les droits fondamentaux visent donc à protéger nos intérêts individuels les plus fondamentaux, c'est-à-dire ceux qui sont intimement liés à notre valeur inhérente ou à ce que plusieurs appellent notre dignité. Ce sont donc ces deux principes-là qui, quand on les joint l'un à l'autre, nous mènent au raisonnement dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Reprenons, si vous le voulez bien, un petit peu plus en détail. Comme on vient de le dire, on pense depuis Aristote qu'a priori, les situations similaires devraient être traitées de manière similaire. Pour être moralement acceptable, toute discrimination doit donc être justifiée par une raison moralement valable, c'est-à-dire par une explication qui démontre qu'il y a en fait une différence pertinente entre deux cas, différence qui justifie un traitement différent, qui fait en sorte qu'on échappe en quelque sorte à la règle d'égalité parce que seuls les cas vraiment semblables, évidemment, doivent être traités de la même manière. Sans une différence pertinente, on ne peut pas discriminer. Or, l'espèce, un peu comme le sexe, la couleur de la peau ou l'âge, c'est une caractéristique biologique qui, en soi, n'a pas de pertinence morale. On ne peut donc pas discriminer entre deux individus en raison de la couleur de la peau, par exemple, sauf peut-être s'il s'agit de prescrire un traitement dermatologique, auquel cas le type de peau peut être pertinent. Mais s'il s'agit d'offrir un accès aux soins de santé, par contre, la couleur de la peau n'a plus de pertinence morale. Ou s'il s'agit de manière plus générale de décider qui inclure dans nos communautés morales et légales, alors les caractéristiques biologiques comme celle-là n'ont plus du tout d'importance. On ne peut pas légitimement refuser aux uns ce qu'on accorde aux autres en fonction de ces seules caractéristiques-là. C'est la raison pour laquelle discriminer entre deux êtres sur la seule base de leur espèce semble injuste, semble spéciste. Sur le plan moral, le spécisme, c'est une discrimination comparable au racisme, au sexisme ou à l'agisme. C'est une discrimination arbitraire parce qu'elle est fondée sur une caractéristique strictement biologique, l'espèce, qui en elle-même n'a aucune pertinence morale. Heureusement, la plupart de nos actes de discrimination entre les humains et les autres animaux sont clairement bien justifiés. Il semble raisonnable pour la direction d'une université, par exemple, de n'admettre que des êtres humains, les non-humains étant considérés comme n'ayant pas les compétences jugées nécessaires pour bénéficier d'une éducation scolaire. On peut imaginer de très nombreux exemples de discrimination qui, comme celui-là, ne paraissent pas injustes. Pourtant, certains cas sont beaucoup plus problématiques. Et parmi ces cas-là, certains, les plus importants même, concernent l'attribution de certains des droits moraux et légaux les plus fondamentaux. Les droits fondamentaux protégés par nos chartes, comme l'a affirmé la Cour suprême du Canada, offrent à l'individu un rempart contre la tyrannie de la majorité. Plus que tout autre droit, ils établissent une sorte de barrière de protection autour de chaque individu, les protégeant contre les décisions des plus forts ou des plus nombreux. Et même si ces droits ne sont jamais absolus, ils n'admettent que de très exceptionnelles dérogations. Par opposition aux autres droits, les droits les plus fondamentaux ont la particularité de constituer le socle de tous les autres. On les qualifie de fondamentaux parce qu'ils se trouvent au fondement de tous les autres droits, parce que sans eux, les autres droits paraissent précaires ou inutiles. Le droit de faire son épicerie, le droit de voter, d'aller à l'école, de se marier, tous ces droits sont en péril si on n'a pas d'abord le droit de vivre et le droit à la liberté et qu'on peut à tout moment ou en toute légalité être tué ou fait captif. Si on peut faire de moi une esclave, je perds mon droit d'aller au cinéma. Si on peut retirer mon droit à la vie, je ne peux plus exercer mon droit de fréquenter la bibliothèque ou de vendre mon vélo à mon ami. Tous les droits ou toutes les libertés peut-être qu'on exerce au quotidien présupposent les droits les plus fondamentaux. On parle aussi de droits fondamentaux parce qu'ils protègent des intérêts fondamentaux.
l'intérêt à être asservi, à ne pas être asservi plutôt, et à ne pas être torturé, sont des intérêts évidemment plus sérieux et plus essentiels que l'intérêt à avoir accès à la culture, par exemple, ou même que l'intérêt à exercer son droit de vote. Si on est d'accord avec le principe d'égalité aristotélicien, selon lequel les cas similaires doivent être traités de manière similaire, et si on est d'accord avec la théorie qu'on vient de voir, la théorie selon laquelle les droits fondamentaux servent à protéger les intérêts fondamentaux de celles et de ceux qui bénéficient des droits en question, bien, on aboutit au principe d'égal traitement des intérêts fondamentaux similaires. Si on combine les deux grands principes dont on a parlé, donc, on arrive à ce troisième principe selon lequel les droits individuels fondamentaux doivent être octroyés à tous les individus qui ont les intérêts que ces droits servent à protéger. Le principe d'égal traitement des intérêts, c'est le principe qui exige que les intérêts égaux soient traités de la même façon, peu importe les caractéristiques qui ne sont pas logiquement liées au traitement, peu importe les différentes caractéristiques biologiques des individus qui sont porteurs des intérêts en cause. Encore une fois, si par exemple, deux personnes ont intérêt à recevoir des soins médicaux, eh bien, le fait que l'une de ces personnes soit une femme, qu'elle soit supérieurement intelligente ou qu'elle appartienne à une ethnie particulière ne devrait pas entrer en ligne de compte. Évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde a les mêmes intérêts, mais que quand deux êtres ont réellement des intérêts similaires, alors autant d'importance doit être accordée aux intérêts de l'un et de l'autre. Donc, si on accorde un droit à un individu pour protéger certains de ses intérêts, alors on a l'obligation morale d'accorder aussi ce droit à tous les autres individus qui ont ces mêmes intérêts. Les individus qui sont différents à plein d'égards n'ont pas nécessairement à être traités de la même façon pour être traités justement. Par contre, leurs intérêts, quand ils sont similaires, eux, doivent l'être. Ils doivent tous être protégés par les mêmes droits, par des droits égaux. Mes recherches ont porté sur les trois intérêts de base qui sont intimement liés à ce qu'on considère être les plus fondamentaux de nos droits humains. Il s'agit de l'intérêt à ne pas souffrir, qui fonde le droit de ne pas être torturé, ou le droit à la sécurité physique et psychologique. De l'intérêt à persister dans son existence, qui est à la base du droit de ne pas être tué ou du droit à la vie, et de l'intérêt à être libre, qui est au fondement du droit de ne pas être exploité, asservi, approprié, ou du droit à la liberté. Ce serait long d'entrer dans les détails, je ne le ferai pas ici, mais ce que j'essaie de faire dans mon livre, c'est d'explorer chacun de ces intérêts fondamentaux particuliers pour vérifier s'ils sont l'apanage de l'humanité ou s'ils sont partagés par d'autres animaux, pour savoir si on a raison de réserver les droits qui protègent ces intérêts-là aux seuls êtres humains. Pour ce qui est de l'intérêt à ne pas souffrir, ce n'est pas bien compliqué, puisqu'il est maintenant reconnu que de nombreux animaux non humains sont sensibles, c'est-à-dire qu'ils sont, comme nous, capables de ressentir de la douleur et de souffrir. Et comme la douleur physique ou psychologique, c'est une expérience désagréable que les individus cherchent à éviter, bien, il semble que tous les êtres sensibles ont intérêt à ne pas souffrir. Quand il s'agit donc de décider qui devrait être protégé contre les traitements douloureux par le droit à la sécurité physique ou psychologique, bien, il semble que le seul critère pertinent soit celui de la sensibilité et que la réponse soit donc tous les êtres sensibles. OK, les implications de ça sont déjà énormes. Vous vous rendez compte? Si on accorde à tous les animaux sensibles le droit de ne pas subir de traitement douloureux, ça signifie qu'on doit renoncer en fait à peu près à toutes nos pratiques qui impliquent l'exploitation d'animaux. C'est vrai parce qu'à peu près toutes nos activités, comme l'élevage pour l'alimentation, la production de vêtements ou d'accessoires en cuir, en laine ou en fourrure, les spectacles ou lieux de divertissement comme le zoo ou le cirque, l'expérimentation animale, etc., tout ça cause énormément de douleur aux animaux utilisés. Mais le pire, c'est que même si les animaux en question étaient super bien traités, au point où on pourrait dire qu'ils ne souffrent absolument pas, comme dans certaines représentations bucoliques de l'élevage familial hyper idéalisé, par exemple, bien, le fait qu'on les tue demeurerait gravement problématique. C'est qu'à partir du moment où un être est sensible, on l'a vu, il a des intérêts. L'intérêt à ne pas souffrir, bien sûr, mais pas que lui. Tous les êtres sensibles, parce qu'ils sont non seulement capables de ressentir la douleur, mais aussi d'éprouver du plaisir, perdent en mourant tous les bons moments, tous les moments agréables ou les autres bonnes choses dont ils auraient pu faire l'expérience subjective si on ne les avait pas tués. Ils ont donc intérêt, comme nous, à rester en vie. Et suivant le principe d'égalité aristotélicien, ils méritent eux aussi, par conséquent, de jouir du droit à la vie qui protège les individus contre le meurtre. Si, en plus d'écarter toutes nos pratiques qui impliquent de faire mal aux animaux, on abandonne aussi celles qui consisteraient à les tuer de manière indolore, bien là, il reste vraiment, mais vraiment pas grand-chose.
quasiment toutes nos activités qui concernent les animaux non humains disparaissent. Il reste que, théoriquement, on pourrait quand même imaginer continuer à utiliser des animaux, des poules pour leurs œufs peut-être, ou des chiens pour la zoothérapie, sans leur causer de douleur, sans les tuer de manière prématurée, mais tout en continuant à les considérer comme nos propriétés qu'on peut s'échanger, vendre, acheter. Et la question deviendrait alors, est-ce que ce serait là de l'exploitation? Est-ce que ça contreviendrait aux intérêts des animaux en question? Est-ce que les animaux, en plus d'avoir intérêt à ne pas souffrir et intérêt à ne pas mourir, ont aussi intérêt à être libres? Ici aussi, la réponse semble être que oui. Selon l'interprétation de la liberté qui est la plus souvent retenue en philosophie politique, un individu est libre quand il peut faire ce qu'il veut sans subir de contraintes externes. Et selon cette perspective-là, tous les individus qui sont capables d'intentionnalité, c'est-à-dire qui ont des croyances et des préférences et qui sont animés par elles, tous ces individus-là, donc, peuvent subir un tort quand ils sont arrêtés dans leurs élans ou dans leurs initiatives. Et à ce compte-là, vous l'aurez deviné, tous les êtres sensibles sont capables de liberté et ont intérêt à être libres. Pire que ça, des auteurs vont aller jusqu'à dire que pour être libre, non seulement il faut ne pas subir de contraintes externes, mais il faut encore aussi ne pas risquer d'en subir. Il faut aussi ne pas se trouver dans une position de subordination qui nous place dans une situation où on est à la merci du pouvoir arbitraire des autres. Et dans cet esprit-là, on peut soutenir que tous les animaux sensibles, parce qu'ils sont des agents, parce qu'ils sont capables d'agir de manière volontaire, subissent un dommage quand ils se retrouvent dans une position d'infériorité où ils risquent à tout moment que des gens en position d'autorité décident arbitrairement d'intervenir dans leur vie pour les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Et être la propriété d'un propriétaire, c'est clairement être dans une position de subordination. Être soumis au régime de propriété prévu dans notre droit, c'est donc en soi un très grave problème pour les êtres sensibles. Je vais pas mal vite, j'en conviens, mais disons que mes recherches m'ont amené à conclure qu'à moins d'adhérer à une conception de la liberté complètement différente, une conception qui a plein d'implications contre-intuitives, je dois le mentionner, il faut, je pense, reconnaître que les êtres non humains sensibles ont intérêt à être libres, eux aussi, et qu'on ne peut donc pas les considérer comme nos propriétés et les exploiter pour nos fins, même si on le fait super gentiment. Notons que quand il s'agit d'êtres humains, ça nous paraît évident. À l'écran, on voit une vendeuse qui rassure une cliente en lui disant que le jupon qu'elle s'apprête à acheter a été fait à partir de coton bio cultivé par des esclaves traités humainement. L'esclavage bienveillant demeure totalement inacceptable. Selon la conception de la liberté retenue, c'est-à-dire la liberté comme absence de contraintes et comme non-domination, il faut donc, pour respecter les intérêts des animaux sensibles, éviter qu'ils se retrouvent dans une position d'infériorité et leur accorder par conséquent un statut égal. Sur le plan juridique, ça veut dire que les animaux doivent avoir le même statut que nous, donc le statut de personne à part entière. De toute manière, l'octroi du statut juridique de personne dans l'état actuel de notre droit est nécessaire pour accorder ne serait-ce qu'un seul droit en bonne et due forme à qui que ce soit. C'est que dans notre système juridique, seules les personnes, en fait, peuvent être des sujets de droit. Puisqu'on doit, sous peine de violer notre grand principe d'égalité aristotélicien, accorder au moins les droits les plus fondamentaux à tous les êtres sensibles, ça signifie qu'il faut leur accorder aussi le statut de personne. Fort heureusement, il semble y avoir très peu d'obstacles légaux infranchissables à ce projet-là. Accorder le statut de personne à un individu n'implique pas de lui accorder tous les droits qui existent. On sait bien que les enfants n'ont pas tous les droits dont jouissent les adultes. Et il n'est pas non plus nécessaire, pour avoir des droits, de pouvoir soi-même agir en justice afin d'obtenir compensation ou réparation en cas de violation de ces droits-là. Des mécanismes de représentation, tutelle, curatelle existent et sont déjà employés par des êtres humains. Il n'en demeure pas moins que tout ça, ça va déjà très, très loin. L'argument présenté écarte toute possibilité d'exploiter des animaux pour nos fins et nous oblige à les considérer comme nos égaux, autant moralement que légalement. Et ça nous oblige toutes et tous à être véganes. C'est exigeant donc, mais c'est aussi la moindre des choses, je dirais. Comme Will Kimlicka nous l'expliquera demain peut-être, nos obligations de justice envers les animaux ne se limitent sans doute pas aux droits négatifs fondamentaux, aux droits contre certaines choses comme la torture, la mise à mort ou l'exploitation. En effet, une perspective antispéciste nous oblige certainement à aller beaucoup plus loin que ça et à étendre aux autres êtres sensibles nos droits positifs, nos droits à certaines choses, à habiter un territoire, à des soins de santé, à une socialisation adéquate, etc.
La théorie défendue par Sue Donaldson et Will Kymlicka dans leur livre Zoopolis est ainsi encore plus ambitieuse et nous demanderait beaucoup plus que celle qu'on a vue et qui se limite aux droits les plus fondamentaux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une théorie comme celle qui est présentée dans ce formidable ouvrage-là permettrait de repenser certaines formes de coopération entre les humains et les autres animaux, les animaux non humains, certaines formes de relations qui ne seraient plus de l'exploitation des uns par les autres parce qu'elles concerneraient des égaux sur les plans moral, juridique et politique. Et à ce compte-là, peut-être qu'on peut imaginer finalement vivre dans un monde où il serait juste d'avoir recours à la zoothérapie, par exemple, qui impliquerait non plus l'exploitation de nos propriétés animales, mais le travail de concitoyennes non humaines ou de concitoyens non humains. Pour en savoir plus, il faut absolument lire le livre, c'est un incontournable. Et il faut bien sûr assister à la présentation de Will demain après-midi. Je vous remercie.